Salut salut et bienvenue sur The Triggered. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Daughters of Cain. Donc on va commencer tout de suite en présentant les aptitudes d'allégeance. Premièrement, entrée de bataille, vous avez une protection A6+, sur toute votre armée. Et ensuite, vous avez une deuxième aptitude d'allégeance qui est les rites de sang. Donc c'est une aptitude cumulative qui va s'améliorer au fur et à mesure de la partie. À chaque round, vous avez un nouvel effet. Au premier round, vous relancez les jets de 1 à la course. Au deuxième round, les jets de 1 à la charge. Au troisième round, les jets de 1 à la touche. Au quatrième round, les jets de 1 à la blessure. Et au cinquième round, vous réduisez de 1 la rend de votre adversaire s'il attaque une unité d'Author of Cain. Côté sous-faction, la liste qu'on va voir aujourd'hui, elle est en Kael'bron, et ça vous confère deux effets notables. Le premier, c'est que vous infligez un malus de -1 à la touche à l'ennemi lorsqu'il vous cible avec une arme de tir, et le deuxième, c'est une aptitude de commandement. Vous pouvez choisir une unité d'Author of Cain qui est entièrement à 12 d'un de vos généraux, et ensuite la replacer n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 pouces de l'ennemi. Pour la composition de la liste qu'on va voir aujourd'hui, c'est une liste monopose, donc avec un seul bataillon, Battle Régiment. Au niveau des héros, on a Morathi Cain et la Shadow Queen. Donc c'est un ensemble de deux figurines, avec la Shadow Queen qui est le côté offensif de Morathi, et Morathi Cain qui est plutôt le côté sorcier. Elle connaît tous les sorts, et en plus, c'est un général de votre armée, en plus du général désigné dans votre liste. Morathi Cain possède une aptitude de commandement qui permet de faire tirer ou activer au corps à corps une unité d'Author of Cain à la face de héros, et la Shadow Queen c'est plutôt une unité offensive. Et vous avez une aptitude qui fait que vous ne pouvez pas subir plus de 3 PV lors d'un tour. L'unité ayant 12 PV, il faut au moins 4 tours pour tuer l'ensemble Morathi Cain et Shadow Queen, donc au moins 2 routes. Ensuite, on a un troisième héros, qui est la Melusai Iron Scale, qui est également le général, et qui vous confère le fait d'avoir les Bloodstalkers et les Bloodsister en battle line. Vous avez également une aptitude de commandement très importante avec cette figurine, qui permet de donner une course à 2d6 au lieu d'un d6 à une unité d'Author of Cain, et en plus de ça, après avoir couru, cette unité pourra tirer ou charger. Ensuite, on a 2x5 Kinerai, qui est une unité qui peut rester en réserve pour arriver plus tard sur le champ de bataille. Donc ça sert à prendre des objectifs ou à protéger via un écran qui va surgir lorsque l'adversaire va se placer. On a ensuite 5 Bloodsister, qui est une unité de corps à corps avec 2 attaques, 3+3+, raid-1 dégâts 1. Et à la fin de la phase de combat, vous pouvez infliger des blessures mortelles, vous lancez un dé par figurine dans l'unité, et sur un 4+, vous infligez une BM. Ensuite, on a 2 packs de Bloodstalker, un pack à 10 et un pack à 15. Et ça, c'est l'unité clé de l'armée. Vous avez une portée de tir de 24, avec 2 tirs par figurine, 3+3+, -1 dégâts 1, un mouvement de 8, et chaque 6 à la touche va faire une blessure mortelle. Maintenant que je vous ai présenté globalement comment la liste fonctionne, on va voir avec Pavelito comment on est censé jouer Daughter of Cain en format compétitif. Alors comme prévu, on se retrouve pour parler plus en profondeur de la liste qu'on a vue en introduction. Donc cette fois-ci je suis avec Pavelito, donc Martin de l'équipe Indécent qui va pouvoir nous présenter la liste. Salut Martin, ça va? Salut Clément, ça va et toi? Ouais, nickel. Donc, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en précision, dire, voilà, quand tu as commencé à Warhammer, le Wargame, et globalement les armées que tu joues et l'activité que tu as au sein de la communauté. Ouais, bah déjà merci beaucoup de l'invitation à nouveau sur cette chaîne hein, pour la première vidéo avec toi. Du coup, comme tu le disais, donc moi c'est Martin, Pavelito, c'est mon nickname dans le Wargame. Moi je faisais du Wargame quand j'étais gamin. Voilà, comme pas mal de monde hein, aujourd'hui plus vieux qui joue dans le wargame. J'ai toujours été un gros casu quand j'étais petit. Voilà, j'ai pas beaucoup joué, surtout peint plein de choses différentes et je me suis remis en fait à Warhammer il y a en 2019, donc même 2018, donc il y a 3 ans, 3-4 ans on va dire. Voilà, j'ai assez rapidement voulu tester un petit peu la scène compétitive. Donc voilà, je suis allé à P12, donc à la boutique à Doménil, enfin à Gare de Lyon, pardon, pour trouver des joueurs avec qui jouer. Et voilà, et petit à petit, j'ai trouvé une équipe, les Indécents, pas mal de joueurs avec qui jouer. J'ai commencé à faire des tournois. Et voilà, c'est vrai que je me suis assez rapidement pris d'amour quand même pour ce jeu. Donc je suis arrivé en fait finalement en milieu de V2. Voilà, moi je joue en fait pas mal d'allégeances Order, enfin en fait uniquement des allégeances Order, même si j'ai testé deux, trois autres trucs. Et en fait uniquement des elfes. Donc j'ai commencé en Sylvanette, je possède également une armée Idonette avec laquelle j'ai beaucoup joué en 2020 et depuis quelques temps, donc un peu plus d'1 an,
Je suis assez focus sur Daughter of Cain. Et voilà, et récemment, je me suis aussi mis à Séraphin. Voilà, donc voilà, j'aime bien les elfes en fait. Voilà, donc voilà, et puis j'aime bien le milieu compétitif de Warhammer. Donc voilà, j'aime bien faire des tournois solo. J'aime beaucoup et surtout aussi les tournois en équipe. Et voilà, j'ai rejoint avec chance l'académie cette année. Voilà, donc mon apport à la communauté, c'est être dans une équipe, participer un peu à la vie de la communauté, aller au tournoi, etc., quoi. D'accord, donc voilà, un genre compétitif qui joue les armées du camp du bien, principalement. Alors, tu joues Daughter of Cain, beaucoup en ce moment. D'ailleurs, on t'a vu avec ça pour le faction focus un peu plus global du Battle Tome Daughter of Cain. Et moi, la liste qu'on va voir aujourd'hui, en réalité, même si je ne joue pas du tout l'armée et que je l'ai jamais joué même pour essayer, en réalité, je la connais très bien, puisque on a gagné ce trophée à Montsou ensemble avec Romain, hein, et tu jouais une liste similaire, si je me rappelle bien. Donc, Tout à fait. donc voilà, est-ce que tu peux du coup nous expliquer le cheminement que tu as derrière la liste et quels sont pourquoi tu as pris ces décisions-là au niveau des unités et des traits d'allégeance que tu as choisis pour ta liste de Tower of Kane? Ouais, bien sûr. Bah, déjà de base, évidemment, dans la liste, on retrouve des War Scrolls qui sont intrinsèquement forts. Ils sont au nombre de deux, enfin de trois si on considère les Morathi comme deux War Scrolls. Mais voilà, le War Scroll des Bloodstalkers, donc des petites mélusailles, des serpentines archères, est fort avec une portée assez conséquente, 24, une bonne mobilité puisque ça bouge de 8. Ça a la particularité de mettre des blessures mortelles sur du 6 à la touche, à 2 attaques par tête. Donc c'est une unité qui est vraiment très létale, surtout dans un méta où on a besoin d'avoir de la blessure mortelle. Une méta où il y a beaucoup d'unités avec une forte save, avec aussi des moyens assez faciles aujourd'hui d'améliorer la save par plusieurs mécanismes intrinsèques aux règles de V3, que ce soit l'heure de gloire, que ce soit le plus 1 all-out défense, quoi, le plus 1 save. Donc c'est vrai que de la blessure mortelle, je trouve aujourd'hui dans la méta compliqué de sortir sans. Et finalement, Daughter of Cain, il y a peu de choses qui génèrent en fait de la blessure mortelle. Concrètement, en fait, il n'y a que les Bloodstalkers ou les Blood Sisters qui sont la version corps à corps, mais c'est en fin de phase de combat sur un 3+, etc. Donc c'est quand même plus difficile à mettre en place et moins, et à moins de portée forcément, et c'est plus difficile d'arriver au corps à corps pour les générer. Et après, il y a évidemment quelques petites aptitudes de type sort qui peuvent générer l'ABM, mais les Bloodstalkers restent quand même le War Scroll principal, voire unique, qui génère de l'ABM de manière certaine. Donc, c'est assez logiquement en fait que dans une liste à optique compétitive, les Stalkers ont une place prédominante. Malgré leur petite augmentation au point avec la dernière fac, donc plus 10 points par tranche de 5, ça reste quand même jouable. Euh, c'est d'autant plus jouable qu'il y a une aptitude vraiment très forte sur le War Scroll de la petite Morathi, donc Morathi Kane, qui permet en fait de choisir une unité à 24 pouces et en face de héros lui permettre de tirer ou si elle est engagée de taper, de pile-in puis taper. Donc ça finalement sur une unité de 15 Bloodstalkers, ça multiplie en fait leur létalité par tour par 2 tout simplement puisqu'elles vont tirer 2 fois. Donc voilà, donc là en fait on voit déjà se dessiner l'idée derrière le building de la liste, c'est-à-dire avoir une grosse unité de Stalker qui est à même de bénéficier de l'aptitude de Morathi Kane et de mettre tout en place pour que cette unité elle puisse tirer 2 fois et donc potentiellement faire pas mal de dégâts sur beaucoup de choses et notamment aller chercher des unités qui sont difficiles à tomber avec une grosse save, puisqu'on génère de la mortelle. Autour de ça,
quand même, ça reste une armée assez squishy, c'est-à-dire assez peu résistante. Donc bon, on a quand même 30 PV hein, sur un pack de 15 Stalker. On a également une Feel No Pain, une sauvegarde invulnérable à 6, mais on reste avec une save à 5. Donc finalement, il y a énormément de choses dans la méta aujourd'hui qui peuvent venir à bout de ces 30 PV assez simplement, en une phase de tir, une phase de combat, etc. Donc, autour de ces deux gros pôles que sont les Stalkers et Moratti, il y a évidemment l'obligation d'avoir des choses qui vont les protéger. En Daughter of Cain, finalement, et globalement dans Warhammer, pour protéger une unité, soit vous allez mettre des ressources pour faire en sorte que l'unité soit plus résistante en elle-même. Donc en Daughter of Cain, en fait, il y a la possibilité de mettre un chaudron où tu as plus un save. Il y a la possibilité d'avoir une certaine allégeance qui permet de passer l'invulnérable à 5+, et potentiellement avec un prêtre, faire que cette 5+, soit relançable. Donc ça, c'est une optique. Cette optique, j'ai choisi en fait de pas forcément. Enfin voilà, cette liste, elle n'est pas du tout dans cette optique-là, parce que dans cette optique, ça nécessite d'avoir un chaudron qui ait une pause de plus. Donc on perd en fait le one drop. Euh, L'allégeance également qui permet cette optique-là. On perd en fait une projection qui est la téléportation en fin de phase de mouvement que nous apporte Celeborn. Donc du coup, la deuxième solution pour protéger le pack de Stalker, elle est d'avoir des écrans, c'est-à-dire en fait des petites unités qui sont sacrifiables et qui vont vous permettre en fait d'aller séparer l'ennemi de vous en mettant en fait des menaces supplémentaires à aller tuer avant d'arriver sur elle. Donc ça marche essentiellement au corps à corps, évidemment. Mais l'avantage, en fait, avec Daughter of Cain, c'est que vous avez une unité qui peut très bien avoir ce rôle-là, c'est-à-dire des écrans, qui a une très grande projection et qui, en plus de ça, peut être mis en faible, c'est-à-dire en réserve et pouvoir être téléporté partout sur le champ de bataille à 9 pouces de l'ennemi. Donc ça, c'est les règles de base hein, pour ce type d'unité, qui sont donc les Kinerai, donc c'est les espèces de harpies avec des grandes ailes qui bougent de 14. Et donc cette unité, j'en joue 2 en fait dans mon armée, et donc c'est-à-dire que c'est vraiment une unité qui va me permettre d'avoir une très grande projection et de les téléporter assez loin de moi, afin que ce soit très compliqué déjà de se téléporter contre les armées qu'on défait à côté de moi pour pouvoir impacter les stalkers, et puis même parfois contre le tir, de mettre suffisamment loin les tireurs pour protéger les miennes. Bon, ça marche pas contre tout parce que globalement la portée de 24 ne vous permet pas d'éviter les portées supérieures, comme par exemple les Stormcast, pour ne citer que, ou les luminettes évidemment qui n'ont quasiment pas de portée, mais ça peut vous empêcher quand même de subir les tirs de pas mal de choses, les Iron Drake, les Uruk, enfin les Cruel Boys, etc., qui ont des portées plus faibles. Cette unité, donc évidemment, il y a très peu de PV, donc ça se fait assez facilement et assez rapidement tuer. Mais en fait, ça suffit généralement, comme l'armée est très létale, pour vous permettre soit d'avoir un double tour, soit de garder les stalkers suffisamment en vie pour faire suffisamment de dégâts et éliminer les choses en face qui vous font peur. Évidemment, là-dedans, la petite Moratti et la grande Moratti n'ont pas que le rôle de générer un tir supplémentaire en face de héros, c'est également une unité qui est très forte parce qu'elle ne peut pas mourir. C'est-à-dire elle ne peut pas mourir en une fois, puisqu'elle peut perdre que 3 PV par tour. Bon, ça, vous êtes bien familier de la chose. Et Clément vous l'a expliqué en début de vidéo. Mais ça, finalement, le fait qu'elle ne peut pas mourir, dans l'optique de cette liste et de protection et de mise en place de la protection pour les stalkers, c'est essentiel, puisque ça va également vous permettre d'aller chercher, donc charger des unités qui sont dangereuses pour vous, de les bloquer au corps à corps ou d'empêcher leur progression. Pour encore plus protéger en fait ce pack de stalkers. Donc j'en joue 15 plus 10.
Donc les 10, hein, il faut plus les voir comme finalement un bonus en plus, mais ils sont aussi potentiellement sacrifiables puisque finalement le pack de 15 est quand même globalement suffisant si on met les choses en place pour qu'ils restent en vie. Euh, donc voilà, les deux Moratti ont ce rôle-là. La grande Moratti, donc la Shadow Queen, elle a également un potentiel destructeur qui est assez énorme, hein, puisque si vous mettez un certain nombre de choses en place, malgré son relatif faible nombre d'attaques, avec toutes les bonus qu'on peut avoir gratuitement, les orbes de gloire, les +1 à la touche, plus les bonus inhérents à l'allégeance de Thor of Kale, les rerolls des 1 à la touche, à la blesse en fonction des tours. Vous avez quand même un War Scroll qui peut faire vraiment des gros trous, en plus d'aller pouvoir bloquer l'adversaire. Donc ça, c'est une grosse force. Et puis la petite, elle n'est pas en reste, parce qu'on a quand même 9 attaques avec certaines dégâts des 3, certaines dégâts 1, mais toujours de la reine -1. Elle bouge de 6, mais maintenant, depuis la dernière fac, elle a vraiment été up, puisqu'elle n'a pas progressé, enfin, elle n'a pas été augmentée en points, mais elle connaît l'ensemble des sorts du domaine de magie, donc comme Alariel, ou ce type ou Teclis, etc. Et ça, finalement, ça peut paraître anodin, puisque finalement, le cœur de l'armée n'est pas sur du dégât magique ou de l'aptitude magique, mais il y a quand même des sorts qui sont assez forts et qui peuvent être très impactants. Et notamment un qui n'est pas forcément celui auquel vous pensez, mais qui permet en fait à la petite Moratti de bouger de 16 en volant. Et ça, finalement, ça peut paraître anodin, mais toujours dans l'optique d'aller chercher des, des choses chez l'adversaire qui vont vous embêter et que vous avez envie de bloquer. Bah, c'est-à-dire, en fait, là, vous allez pouvoir bouger de 16, charger derrière. Donc, la plupart des scénarios, c'est un déploiement à 19, enfin 18, pardon, ou 22. Un mouvement de 16, vous êtes à 2 ou 6, enfin à 3 ou 6 de charge. Donc, c'est déjà tout de suite quelque chose d'extrêmement pratique. En plus de ça, vous avez un sort de téléportation. Donc, le sort de téléportation, il va également vous permettre d'aller set-up la grande Moratti pour tenter une charge de 9 relançable si jamais l'adversaire s'est pas positionné convenablement. Même si c'est positionné convenablement, le fait qu'elle connaisse tout le domaine de sort, bah, ça va avoir des incidences sur la manière dont il va se placer. Donc rien que ça, c'est déjà positif. Même si vous n'allez pas l'utiliser, bah, c'est déjà positif que l'adversaire a peur de ça. En plus de ça, vous avez bah, évidemment le rasoir mental qui augmente la létalité. Vous allez avoir un sort qui donne également +1 à la blessure sur une unité ciblée. Donc ça, mine de rien, que ce soit sur Moratti ou sur les Stalkers, c'est quand même très profitable, hein, quand vous commencez à toucher à 2 avec un PC, plus blessé à 2, bah, voilà, vous allez passer 5 mortels stats et 15, entre 15 et 18 blessures, donc c'est sur un pack de 30. Donc ça commence déjà quand même à être voilà, 18 blessures à Rennes-1. Même si vous avez de la bonne save, les saves à 1 ou 2 sur 18D, ça va vite, quoi. Donc ça augmente aussi la létalité potentielle des stalkers. Et dans ma liste, évidemment, je suis obligé de jouer une petite Iron Scale. Et donc ça, c'est un peu la dernière partie dont je vais parler sur l'optique de la liste et mes choix, qui est en gros la mobilité globale de l'armée vis-à-vis du tir. Donc l'Iron Scale, elle permet en fait de courir à 2d6 puis de tirer. Donc ça, bah, pour un point de commandement, vous allez pouvoir choisir le pack de 15 Stalkers, pouvoir courir à 2d6 et tirer. Donc c'est-à-dire, en fait, globalement, vu que les tables sont quand même plus petites maintenant en V3, vous allez avoir quasiment rien qui ne sera pas apporté. Donc bien sûr, ça nécessite, si jamais des choses sont en fond de table, bah, de commit, donc d'avancer le pack de Stalker et potentiellement bah, de le mettre en danger. Donc, vous n'allez pas tout le temps forcément faire ça, mais c'est une possibilité qui est à prendre en compte. Et l'aptitude évidemment de Kaileron vous permet aussi d'aller téléporter une unité à 12 pouces d'un héros où vous voulez sur la table à 9 pouces de l'ennemi. Et donc ça, c'est encore une solution de plus pour all-in si vous voulez prendre le T1 ou pour aller repositionner un pack de Stalker, l'éloigner d'une menace adverse. Et puis voilà, aujourd'hui, l'avantage de la V3 et la profondeur de la V3, elle se joue évidemment dans tous les allégeances différentes, mais elle se joue aussi du fait qu'il y a vraiment des scénarios qui sont assez différents les uns des autres, avec plein d'objectifs, peu d'objectifs, des règles spéciales, des objectifs qui ne sont pas sur la table, etc. Et ça, mine de rien, la téléportation peut aussi vous aider dans pas mal de scénarios différents.
Voilà. Et bon, il y a un dernier petit truc qui est intéressant, mais on ne va pas prendre Kelbron pour ça, mais c'est en gros toute l'armée à -1 pour être touchée contre le tir. Donc ça, c'est sympa. Après, honnêtement, c'est pas quelque chose qui est crucial dans cette optique de liste. Ça peut aider, notamment contre un Caradron. C'est quand même super pratique. Mais voilà, globalement, c'est pas pour ça que vous allez chercher Calibron. Vous allez chercher Calibron surtout pour la téléportation. Voilà, donc j'ai à peu près résumé, hein. L'idée de la liste, c'est très grosse létalité au tir, capacité de bloquer l'adversaire pour laisser le plus longtemps en vie le pack de Carstalker. Et voilà. En gros, c'est un petit peu l'optique de la liste. Eh bien, c'est une analyse, ma foi, très exhaustive, puisque tu as littéralement listé et expliqué toutes les possibilités que t'offrait ta liste au sein de l'Alliance d'Auteur of Kane, et tu mets en lumière quelque chose qui est très intéressant dans l'armée d'Auteur of Kane, et qui pour le coup, c'est le cas depuis le tout début d'AOS, hein, y compris à une époque où toi tu ne jouais pas encore en compétitif, mais moi, pour m'être payé d'Auteur of Kane quasiment à tous les tournois que j'ai fait depuis le début de la V1, je me rappelle très bien, c'est que d'Auteur of Kane, c'est une armée à double face. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez votre infanterie, donc que ce soit en V1, les Witch-Elves ou les Sorts du Massacre, ou en V2, les Bloodstockers, et de l'autre côté, vous avez vos pièces de support qui sont aussi des pièces offensives. Donc ça peut être l'ancienne Moratti ou Chaudreau de Sang, ou la nouvelle mouture de Moratti qu'on a avec Moratti Kate d'un côté et la Shadow Queen de l'autre. Et en fait, même si votre armée, globalement, vous avez un sort de Joker via la protection à 6+, qui vous permet de vous protéger contre certaines blessures, d'Auteur of Kane, à l'exception d'une seule figurine, toute l'armée est très fragile. Et donc, toute votre pression défensive repose vraiment sur cette capacité que possède la Shadow Queen de pouvoir subir n'importe quel combo, de s'en sortir avec, au pire, 3 PV perdus. Et donc ça a une dynamique très particulière qu'on trouve dans peu d'armées d'AOS, c'est une mécanique qu'on trouve plutôt dans 40k avec plusieurs pièces comme les Ketan ou Gaskultraka, mais qu'ici on a sur notre Shadow Queen à AOS, où vous avez la possibilité d'envoyer une unité contre une figurine où normalement le trade n'est pas censé être gagnant. Et donc ça vous permet de bloquer ou de tuer quelque chose qui sur le papier vous bat, mais grâce à l'aptitude, vous pouvez venir contre-attaquer, et donc de libérer la pression défensive via cette aptitude pour que justement les Bloodstockers, comme tu expliquais, soient en mesure de faire leur travail. Surtout qu'avec une portée de 24, un mouvement de 8, alors on est sur une des unités qui a une énorme projection. Il y a peu de choses, je pense, qui aujourd'hui peuvent tenir en distance des Bloodstockers. En fait, parce que là, tu l'as expliqué en tant que joueur d'Auteur of Kane, de dire voilà, le mouvement, la portée de 24, ça fait une grande offensive, mais il faut bien se rendre compte que en tant qu'adversaire, et moi je l'ai subi d'abord en Skaven puis en Sob, euh, surtout depuis que les tables de la V3 sont réduites, les Bloodstockers, si c'est en Kalebron, vous n'avez aucun moyen de vous échapper. Vous pouvez vous déployer comme vous voulez, même en mettant vos écrans au bord et vos unités les plus vitales en arrière, pour le peu que vous ayez des socles qui fassent 60, 80, 120 mm, il est impossible aujourd'hui de vous protéger des Bloodstockers, et je pense que c'est ça qui fait la grande force de ta liste. Alors, il devient de plus en plus difficile, j'ai remarqué, hein, de se protéger en Daughter of Cain, puisque les coups en points augmentent systématiquement, et que peu à peu les options que tu avais se retrouvent réduites. Notamment là, avec l'augmentation en coût en points des Bloodstockers, tu as dû sacrifier ton Léviadon, que tu joues en allié pour avoir un monstre, et avoir de la pression défensive via ça. Oui, alors le Léviadon, je le jouais en fait dans une optique un petit peu différente, qui est une optique en Keltnar, c'est-à-dire c'est l'allégeance en fait qui vous permet de désengager et charger. C'est une allégeance que j'aime beaucoup parce que elle rend d'autant plus compliqué à gérer une Moratti. Euh, c'est intéressant parce qu'en fait, si vous allez en fait bloquer quelque chose chez l'adversaire, vous allez avoir du mal à tuer, mais que vous avez envie de bloquer. Bah derrière, si vous avez le double tour, en fait, vous allez être bloqué. Et Moratti, en fait, elle sera bloquée au corps à corps, elle ne pourra pas faire autre chose. En Ketnar, c'est cool parce que vous allez pouvoir désengager et aller chercher autre chose. Et du coup, quand vous êtes engagé, même si le mec a des écrans tanky, etc., d'aller anticiper un désengagement à 14 et une charge derrière, en fait, c'est impossible. À part si vous jouez 60 pink.
Mais, mais voilà, donc effectivement, une des problématiques de l'armée aujourd'hui, c'est que avec l'augmentation des coûts en points, mine de rien, même si 10 points par tranche de 5, c'est pas énorme, effectivement, ça limite les possibilités en termes d'écran et en termes. Voilà, donc du coup, à partir du moment où vous voulez jouer 15 et 10 Stalker, derrière, en fait, vous n'avez pas 12 000 possibilités. Soit vous ajoutez 10 Witch Elf et 120 points, et derrière, vous avez 95, enfin, vous avez en gros 280 points pour mettre des choses en plus. Donc, vous pouvez mettre 2 fois 5 Stalker, mais pas beaucoup plus. Donc, c'est sûr qu'en termes d'écran, ça devient tout de suite assez compliqué. Donc, c'est-à-dire, en fait, ça reste. Enfin, voilà, Daughter of Cain est très fort. Après, ça reste assez gamble contre pas mal de choses, puisque les armées qui sont également en une pause, si vous perdez le jet de dés, en fait, vous perdez le jet de dés initial, vous n'allez pas avoir le choix du T1. Si vous tombez contre quelque chose qui est extrêmement tanky et impact de Stalker, généralement, s'il peut tirer qu'une seule fois, il n'ira pas chercher un truc très tanky parce que ça suffit pas en fait. Statistiquement, vous faites 5 mortels et 12 et 11, 10, entre 10 et 12 blessures N-1, ça suffit pas pour aller chercher des trucs très tanky. Ça suffit pas pour tomber un pack très tanky, que ce soit, je sais pas, des Plague Bearers, des pinks, des trucs chez les sobs, enfin un sob, ça suffit pas en fait. Donc du coup, ça veut dire que si l'adversaire vous laisse le T1, vous pouvez pas aller tuer quelque chose facilement, vous allez être dépendant d'une charge à 9 de Moratti, relançable, ça se rate. Si vous ratez, c'est catastrophique. Si derrière vous prenez un double tour, vous avez automatiquement perdu parce que tout à la projection d'aller chercher en 2 tours le pack de Stalker sur les tables actuelles de Age of Sigmar. À part si on joue Nurgle, mais encore, ça dépend si c'est un Nurgle avec des mouches, enfin voilà, mais globalement tout à la portée. Si vous gagnez l'initiative, ça peut être plus simple parce que du coup, vous allez pouvoir laisser l'autre commencer et s'exposer à un double tour, et du coup, là, ça change vraiment les choses. Euh, voilà, et si vous jouez ensuite contre des armées qui ont plus d'une pause, vous allez avoir le choix, vous allez avoir envie de laisser le premier tour, mais il faut surtout pas vous tromper dans votre déploiement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont beaucoup de mouvements. Je pense aux Uruk. Aux Uruk, vous laissez 3 pouces, un cochon passe et 2 cochons. J'en ai fait les frais récemment. 2 cochons, ça tue qu'un stalker. Avec la WAG en Rennes-3, dégâts, je sais plus combien, dégâts 2 ou 3, Dégâts 2, ouais. ça peut tuer qu'un stalker avec un alignement de planète. Donc du coup, vous avez quand même peu d'unités pour pouvoir écranter ce qu'il faut. Donc ça nécessite quand même un positionnement extrêmement fin et très précis pour éviter de de se prendre en fait une alpha strike. Donc l'alpha strike, elle va pas tuer Moratti, mais après, en fait, si derrière vous avez perdu tous vos écrans, qu'il vous reste 10 Stalker et Moratti, pour aller faire les stratégies, les tactiques de bataille et remporter la victoire finale, c'est quand même compliqué. Il faut quand même voir que ce n'est pas qu'un jeu d'attrition. L'attrition est importante, mais c'est aussi un jeu où vous avez besoin de marquer des points. Les tactiques de bataille, elles sont limitées. Contre les armées très populeuses, vous pouvez commencer à avoir des difficultés à prendre la table, récupérer les objectifs, avoir la projection qui est nécessaire. Enfin voilà, ça peut tout de suite être très compliqué. À partir du moment où vous perdez tous vos écrans, derrière, vous avez les 2 Moratti, la petite Aenoroscale et puis un pack de 15 Stalker. Ça peut devenir très compliqué. Euh, Après, il y a toujours la létalité pour trouver des solutions. Mais c'est sûr que la petite augmentation en points permet peut-être plus de mettre un écran en plus qui était une protection supplémentaire, quoi. Ouais, Daughter of Cain, c'est clairement une armée qui a beaucoup de mobilité, même qui peut parfois manquer de résilience, et donc qui force la fuite en avant. Moi, pour avoir affronté l'armée, j'ai identifié des points critiques. Parce que voilà, Daughter of Cain, moi, il faut savoir, pour la petite histoire, que c'est une armée que je déteste affronter. Et donc, évidemment, on me le rend bien. À chaque fois que je vais en tournoi, quasiment, j'ai le droit. Et donc, j'ai fini par identifier des points critiques. Et en Daughter of Cain, en effet, comme tu l'as dit, pour le peu que avec Moratti Kane, vous ratez le rasoir mental, ça peut être fatal si jamais vous faites un mauvais jet de touche avec votre Shadow Queen. Si jamais
vous tirez avec des Bloodstalkers, que vous faites peu de BM parce que vous avez fait peu de 6, bah vous perdez tout de suite tout ce que représente en termes de masse unité. Et surtout, vous êtes très fragile. Et donc, le moindre faux pas, avec une armée comme ça, vous n'avez pas de résilience, c'est très punitif, à la différence d'unités comme Nurgle qui peuvent facilement venir accueillir un adversaire, ou même se dire qu'ils peuvent prendre un pari et prendre un risque, parce qu'ils auront la possibilité d'essayer de tenir un peu ce duel-là. En Daughter of Cain, si vous activez en deuxième, vous avez généralement peu de chances de vous en sortir. Et donc, compte tenu de toutes les informations qu'on a données, par rapport au fait que l'armée elle est mobile, elle est agressive, mais qu'il y a quand même des difficultés à rester en vie si jamais on se fait attraper avant de pouvoir déployer son offensif. Quels sont les match-ups que toi aujourd'hui tu considères positifs? C'est-à-dire que tu peux tous les jours affronter cette armée et que si tout se passe correctement, tu peux gagner ou tu vas gagner. Et au contraire, quelles sont les armées contre lesquelles tu ne veux absolument pas tomber? Parce que il y a trop de choses qui peuvent tourner en défaveur et donc faire en sorte que tu perdes la partie assez facilement. Globalement, je dirais que malgré le fait qu'on peut, on peut imaginer que c'est une liste qui est très polarisée, puisque vous êtes en une pause, puisque vous pouvez alpha track, etc. Je dirais qu'en fait, étant donné la méta actuelle, euh, finalement, il y a beaucoup plus de matchs équilibrés que ce qu'on le pense. Euh, il y a quelques temps, j'aurais dit qu'il y avait des match-ups qui étaient auto-win et des match-ups qui étaient auto-lose. Aujourd'hui, évidemment, il y a des match-ups aussi en fonction des scénarios, parce que les scénarios ont une importance aussi critique en Daughter of Cain. Hein. On n'est pas dans un type d'armée qui est confortable dans tous les scénarios, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Mais je dirais que globalement, il y a peu de match-ups où vous allez prendre des 20-0, sauf si vous perdez toutes les initiatives et que vous faites une erreur. Mais on va dire, en considérant qu'aucun des deux joueurs ne fait d'erreur et que les dés sont équilibrés, il y a peu de match-ups qui sont au Toulouse, c'est-à-dire vous n'allez jamais prendre des 20-0. Normalement, hein, après, voilà, ça dépend. Et à contrario, il y a aussi peu de match-ups qui sont auto-win. Euh, Vous avez les ressources pour mettre des 20-0 si vous avez les bonnes initiatives, notamment l'initiative du tour 2 quand vous laissez en fait le T1 à l'adversaire et que derrière vous avez, c'est une armée de corps à corps par exemple, qui va s'avancer, vous avez bien fait vos écrans, elle ne peut pas vous faire grand chose, c'est-à-dire impacter les stalkers. Et derrière, c'est une armée, et derrière vous avez double tour. Quasiment toutes les armées de corps à corps, vous allez les sécher parce que l'armée de Caracore, elle est obligée de s'avancer, donc elle se met à portée des stalkers, vous allez tirer en face de héros, donc vous allez tirer en fait 4 fois avec les 15 stalkers, donc vous allez mettre 120 tirs de stalkers en 2 tours, plus le pack de 10, donc 120 plus, vous allez mettre 140 tirs de stalkers en fait en 2 tours, donc en fait il y a rien qui peut se protéger contre ça et survivre en fait contre ça. Donc ces armées en fait de corps à corps qui subissent un double tour, c'est une win simple. Donc, on va dire qu'il y a les Uruk, les Son of Behemoth, évidemment, c'est un des match-ups les plus positifs, même si c'est difficile parfois de mettre 20-0, parce que même si vous allez all-in un géant, vous ne le tuez pas à 15 PV près, quoi. Vous allez le tuer à 5-10 PV près, et 5-10 PV près, c'est soumis à craquage, quoi. Ouais, c'est un match-up Euh, que plus je le fais, plus je me rends compte qu'en fait, ça va. Il y a des possibilités de s'en sortir et que malgré le fait qu'on ait perdu à Destinée, qui permettait d'éponger beaucoup de dégâts, c'est pas aussi dramatique que on pourrait le penser sur le papier. En fait, tout va dépendre de. Les stalkers ne vont pas tomber des géants tout seuls, donc tout va dépendre de la capacité à Morati à réussir ses Mm. jets de dés. Normalement, si les jets de dés sont stat, un géant tombe par tour, et donc du coup, en fait, vous allez forcément gagner parce que vous allez faire des tactiques de bataille facilement, et même si vous allez pas forcément, vous allez être un petit peu être en retard sur les primaires au début, vous allez rattraper en fait le truc au final. Après, ça dépend aussi des lustres des géants, hein, mais globalement, c'est un match-up qui est positif. Donc voilà, après les armées de corps à corps, il n'y en a pas non plus 12 000 hein, aujourd'hui qu'on voit fréquemment dans la méta. Je pense que les cornes, c'est un match-up qui est globalement simple. Slanesh, c'est un match-up qui est globalement simple. Slave to Darkness, bah, ça dépend des configurations, mais on va dire que globalement ça va.
Globalement, Legion of the Far Prince, bah, c'est pareil, en fait, ça va sur le papier, après ça dépend des 3 plus de Bellacore, quoi. Mm. Donc ça dépend des 3 plus de Bellacore, ça dépend la maîtrise de la liste de l'adversaire aussi, parce que s'il a Kyros et qu'il passe son Chaos Spawn dans vos Stalkers, bah, s'il le place bien, ça va être compliqué. S'il le place pas très bien, ça va aller. Ça va dépendre si vous allez passer votre sort pour tuer le. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui vont dépendre en fait de votre capacité à aller tuer en fait ce Chaos Spawn, donc vous permettre en face de héros qui vont vous permettre en fait de quand même utiliser vos Bloodstalkers en phase de héros voire et en phase de tir. Voilà, donc ça, les armées de corps à corps, globalement, je dirais qu'on est plutôt positif en Daughter of Cain. Même si j'en ai fait les frais récemment, il faut vraiment pas se planter en Uruk, par exemple, parce qu'il y a une projection et des possibilités de mouvement qui sont telles qu'il faut vraiment pas se planter, il faut pas laisser un petit trou. Et après, bah, il faut aussi prier pour que voilà, les charges à 3d6, si le mec fait 18, bon, bah, quoi que vous ayez fait, ça va quand même être compliqué, quoi. Ensuite, on va dire un autre archétype de liste, ça va être les listes avec un très fort impact au tir. Donc là, je vais citer les Stormcast, les Luminettes, l'Écosse aussi, même si ces 3 listes, enfin ces 3 agences n'ont rien à voir entre elles. Hein, globalement, on peut potentiellement les mettre un peu sous la même bannière. Ça va dépendre si c'est des listes en monopause ou en plusieurs poses. Encore une fois, c'est ce que je disais, hein, Doc, c'est vraiment Gumball dans ce sens-là, parce que si vous êtes contre des listes à monopause et que vous perdez le jet de dés, bah, vous n'allez pas avoir le choix et du coup, ça peut être compliqué. Typiquement, si vous jouez contre un Stormcast en monopause avec 6 Vanguard qui gagne le jet de dés, qui prend le T1, vous avez plus tout Talker, Et en fait, il te concrètement. met la punition inverse de ce que tu pensais lui faire, donc oui, c'est clairement un jeu de pile ou face. Et encore, même si vous gagnez le jet de dés, bah, lui, il ne va pas forcément décider de mettre ses Vanguard et ses choses qui font des dégâts sur la table. Du coup, dans ce cas-là, vous allez peut-être pas prendre le T1 et lui laisser parce qu'il va pouvoir que tirer une seule fois avec ses Vanguard et ça peut peut-être vous permettre de résister avec les Stalkers. Et encore une fois, avec les rallyes, après, comme vous les rallies, c'est à chaque phase de héros, bah, vous pouvez quand même ramener au fur et à mesure quand même des Stalkers. Et ça peut suffire, hein, parce que les Vanguard, c'est quand même hyper squishy. Donc ça peut suffire. Et puis Morati contre Sandcast, elle a aussi quand même beaucoup d'atouts, on va dire. Un très gros move, une très grosse létalité, etc. Contrer les luminettes, ça dépend beaucoup des listes, mais globalement, ça va aussi dépendre évidemment du monopose ou pas, mais c'est un match-up qui est relativement, j'ai dit encore relativement even, parce qu'encore une fois, ça va se jouer à l'initiative T1, T2. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai pas cité comme contre Séraphon, globalement, la Thunder Lizard, ça va être compliqué dans certains scénarios. Il va falloir en fait bien choisir vos cibles. Si vous arrivez avec un petit peu de chance à aller tomber des Bastiladons, à aller faire en sorte que Morati elle bloque les salas, qu'elle tue les écrans, qu'elle bloque les salas, qu'elle chope l'Engine of the God et du coup ça peut aller, même si le dégât -1 sur Morati, bah, quand elle passe en dégâts 2, si le rasoir mental passe pas, elle va faire quand même 2 fois moins de dégâts, typiquement. Mm. Mais avec les stalkers, vous avez quand même les ressources pour tomber un Bastille par tour si les planètes s'alignent. Donc ça peut suffire, mais bon, ça va encore aussi dépendre de pas mal de choses. Et après, vous avez les listes, on va dire, qui ont énormément de PV. Donc sous Blight, Nurgle, Tsench. Ça, c'est des armées qui vont pas être les plus simples à affronter, très honnêtement. Parce que il faut bien voir que Kyle Lebron, avec cette optique de liste, elle est surtout forte contre l'élite. Parce que en fait, vous n'allez pas avoir une masse d'attaque et une capacité de blessure suffisante pour aller tomber un pack de 30 pink ou un pack de 60 zombies. C'est pas suffisant. Et encore une fois, on est dans un jeu qui n'est pas un jeu uniquement d'attrition, qui est un jeu où vous marquez des points. Et donc tout de suite, bah, pour aller marquer des points, si vous ne contrôlez pas les objectifs, ça va tout de suite être compliqué. Ouais, puis c'est la différence entre Kelbron et Keltnar, je pense, c'est que en Kelbron, le positionnement initial, il est facile à obtenir.
Mais une fois que tu es en position, si tu veux te replacer, il faut pouvoir se dégager. Là où en Keltonard, le positionnement initial est un peu plus dur parce que tu te téléportes pas, il y a des scénarios où tu es hors de portée de tir, donc tu perds du temps, mais que tu as plusieurs aptitudes ou faits de jeu qui te permettent de te replacer plus facilement parce que, un, tu as l'invocation des Kinerai et que, deux, tu peux te désengager et quand même faire ta charge. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en Keltnar, finalement, vous gagnez 95 points sur la liste, donc vous gagnez un écran supplémentaire parce que vous avez une invocation gratuite de 5 Kinerai. Donc ça, c'est quand même très bénéfique dans l'optique en essayant de rentabiliser au mieux en fait les stalkers. Euh, c'est sûr, après, il y a une dernière, je ne sais pas si on passe tout de suite à ça, mais je crois que j'ai fait un peu le tour des différentes armées contre qui on peut jouer. Alors, Oui, j'ai pas cité tout le monde, globalement, évidemment, bah non, mais si tu veux, mais t'as parlé on va pas parler d'Arc Sen, je pense que ça fait bien longtemps que ce build n'est plus vu en tournoi à l'heure où on vous parle, mais voilà, les Stormcast, voilà, les Oruk, les Sob, les Luminettes, toutes ces armées qui sont menaçantes, les Séraphons, qui je pense deviennent de plus en plus costauds et vont pas tarder à prendre leur place en tant qu'armée la plus forte du jeu, mais il y a quand même un truc, je pense qu'il faut qu'on discute, c'est une liste qui est émergente, qu'on voit pas trop encore par chez nous parce qu'on joue Stormcast différemment. Mais est-ce que tu penses que les joueurs Stormcast qui ne jouent pas de tir, au profit de jouer uniquement, ou quasiment que ça, à 2-3 écrans près, des dragons, représentent aujourd'hui une menace pour toi avec leur projection, ou le fait que ce soit de l'élite où tu as 16 PV par paire de dragons, c'est suffisamment gérable en termes de blessures mortelles? j'ai fait le match-up en fait le week-end dernier en entraînement d'académie et c'est un match-up qui est extrêmement simple. En fait, on a fait la partie, donc je l'ai perdu 20-0 parce que j'ai pas eu l'initiative T2. Et en fait, on a theorycraft, quel que soit, enfin, on a theorycraft en fait les choses en fonction de si j'avais le T2, Ouais. en fonction des différents placements. On a vraiment tout retourné. Et en fait, c'est un match-up qui est qui va dépendre de l'initiative T2. C'est-à-dire au final, peu importe finalement le jet de dés pour accélérer qui a l'initiative est un peu important, mais au final, pas vraiment parce que ça change pas beaucoup. Ça peut changer selon le scénario, mais c'est pas ça qui va changer énormément. En revanche, il y a l'initiative T2 qui va être déterminante, puisque d'un côté comme de l'autre, celui qui a l'initiative T2, il rase l'adversaire. Concrètement, j'ai perdu le GD initial. Paul, contre qui je jouais, m'a laissé en fait le choix du T1. Il était obligé de mettre un petit dragon et deux dragons devant parce que pour protéger ceux de derrière, pour éviter justement que je lui fasse des charges à neuf avec Morati, que j'envoie les stalkers et que je lui tue des packs de 4. Donc du coup, en fait, moi, il m'a donné le T1, je lui ai tué trois Drake. Derrière, j'ai vraiment écranté, j'ai laissé les stalkers, j'ai décidé de les protéger, de pas du tout les exposer, je les ai mis tout derrière, de telle sorte qu'ils puissent pas du tout les toucher, même avec son translocation, même avec des mouvements à 12 en face de héros, les mouvements à 12 derrière, les charges, etc. Les stalkers étaient intouchables, même au tir, même à la charge. Et ça, c'était vraiment un choix de ma part. Je me suis dit, je peux pas prendre le risque de les perdre. Et derrière, je m'en fous en fait qu'ils prennent les objectifs. Derrière, de toute façon, je sais que s'il a pas, ma seule chance, c'est d'avoir le T2 et derrière, bah, il est quasiment table rase. Donc, j'ai pas eu l'initiative. Donc, du coup, c'est impossible de se protéger contre un double tour de dragon parce qu'il y a une projection qui est folle. Derrière, les stalkers peuvent rien faire contre des dragons. Enfin, c'est impossible en fait de résister à une charge de dragon. Quand t'es stalker, en fait, même si c'est pas une qualité incroyable, le dragon, bah, c'est pas possible en fait. Le tir de contre-charge, vous allez faire 5 PV sur un dragon, voilà, vous allez même pas en tuer un. Par contre, si j'avais l'initiative T2, clairement, il lui restait son relictor et deux dragons, quoi. Ouais, d'accord. Mais j'ai l'impression Voilà. que Donc, plus en dehors du fait il y a beaucoup d'armées qui sont comme ça dans l'OS, que le fait d'affronter Daughter of Cain force n'importe quel type d'armée à la jouer comme au Far West, c'est-à-dire que le premier qui dégaine et qui tire gagne. Et c'est sûrement à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse de l'armée, c'est que tu dois forcer l'adversaire dans une configuration particulière à cause de Moratti. Parce que quelqu'un qui décide de ne pas prendre l'ascendant sur Moratti va se retrouver immédiatement puni par le fait que si la figurine n'est pas grappillée au fur et à mesure des phases, elle va être là tout le long de la partie, et une Shadow Queen qui est là tout le long de la partie, c'est une Shadow Queen qui fait des dégâts au corps à corps et qui prend les objectifs et qui fait des tactiques de monstres, et une Moratti Kane qui est là toute la partie, c'est quelqu'un qui fait des CBM à 36 pouces, et surtout qui fait tirer 2 fois, ou voire même frapper 2 fois, les unités d'Author of Cain.
Oui, non, mais c'est sûr. Après, aujourd'hui, malheureusement, enfin malheureusement, peut-être heureusement d'un point de vue équité des armées, etc. Mais malheureusement pour moi, en tout cas pour les joueurs d'After of Kane, aujourd'hui, il y a quand même peu de choses qui peuvent pas facilement faire 3 PV sur Morati. Hmm. Ça, franchement, si ça va être certaines armées de corps à corps où du coup ils n'ont pas forcément envie d'aller impacter Morati et lui faire ses 3 PV. Mais globalement, je veux dire, maintenant il y a beaucoup d'allégeances qui ont un petit tir qui va aller faire ses 3 PV facilement, un petit sort qui va aller faire ses 3 BM facilement. Enfin, globalement, il y a quand même très peu de choses qui n'arrivent pas à me faire mes 3 PV sur Morati. Ouais, et puis comme les blessures Mais peuvent bon, pas être annulées, ça va, tu vois. Il y a des trucs, il y a quand même possibilité, vu que c'est compliqué d'annuler les blessures subies par un Shadow Queen, il y a quand même des possibilités de le faire. Après, voilà, c'est oui, toujours quelque chose à prendre en compte. Il y a plein d'armées qui ont des Death-Stars, qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour faire ces PV auxiliaires, mine de rien. Et ça reste quand même quelque chose qui est très handicapant. Et Morati, c'est pas pour rien si aujourd'hui c'est clairement la parabole de rage de beaucoup de joueurs compétitifs. À l'instar des Archibinets, c'est parce que c'est des unités avec des mécaniques qui sont tellement à part et tellement fortes en fait dans leur exclusivité que ça force à changer d'état d'esprit. Et c'est pas forcément évident, ou des fois il y a des listes d'armes où c'est même carrément impossible, parce que lorsqu'on l'a faite, on n'y a pas pensé, et une fois qu'on est sur la table, c'est trop tard. Et compte tenu de cette liste-là, il y a eu un gros up de Morati, elle connaît tous les sorts, donc moi je pense qu'aujourd'hui Morati, même si depuis son nouveau War Scroll c'était compliqué de le, le dénier, c'est quelque chose que tu dois forcément mettre dans ta liste. Mais en dehors de ça, avec les différents tests que tu fais, les parties que tu joues, euh, et comme tu l'as dit, c'est une liste d'équipe. Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans cette liste-là, des choses que tu remplacerais? Est-ce que tu mettrais par exemple des Doomfire Warlock pour avoir des unités de flanc? Est-ce que même par exemple tu mettrais carrément à la place du Léviathan, qui aujourd'hui est un peu cher, tu mettrais les nouveaux requins idonettes qui ont un peu changé leur manière d'être, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus autonomes et qu'ils ont un tir qui fait un peu plus mal. euh, je pense que tu as raison. La Morati, c'est compliqué de pas la jouer, même s'il y a certaines listes qui la jouent pas. Moi, je trouve ça super compliqué de ne pas bénéficier d'un War Scroll à 660 points. Enfin, enfin voilà, je pense que c'est compliqué. Euh, la question que tu as posée, je vais pas forcément y répondre directement. Je vais plutôt y répondre de manière détournée. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, elle n'est pas de. Parce que le Léviathan, je ne le joue plus déjà, mais elle n'est pas de rajouter. Enfin, elle est vraiment à la fois sur la question de l'allégeance. Est-ce que Kylie Brown est toujours pertinent? Est-ce que le fait d'avoir du Gumball permanent sur plein de match-up, c'est pertinent, c'est rassurant, ça vous ouvre, parce que il faut voir, donc il y a la question du solo, mais il y a la question de l'équipe aussi. Est-ce que d'avoir en fait une liste où vous allez dire à votre capitaine, bon bah en fait là je sais pas si je vais gagner ou pas, ça va dépendre du jet d'init T2. En fait c'est quelque chose que vous n'avez pas envie d'avoir en équipe parce que c'est trop Gumball. Euh, donc je pense que la question elle est à deux niveaux, elle est l'allégeance. Est-ce qu'il y a une allégeance qui va vous donner plus de résistance? Oui, Agnar. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est utile d'avoir un deuxième pack de Deathstalker? euh, Très honnêtement, après avoir fait quand même pas mal de games et voilà, pour connaître un petit peu la méta et jouer quand même pas mal, je pense que le deuxième pack de Deathstalker est discutable. Il est discutable parce que bien souvent, vous êtes obligé de l'utiliser comme un écran, ou discutable parce que finalement, les 20 tirs, c'est pas ça qui va changer la donne. Et puis c'est super cher surtout. Et ça coûte 360 points. Donc je pense que dans les listes, il faut peut-être enlever ce pack de Deathstalker, ce qui vous ouvre beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. Vous pouvez mettre un pack de 10 Blood Sisters, par exemple, pour avoir un impact au corps à corps important. Pas oublier que les Blood Sisters, bah, ça peut toujours bénéficier de l'Iron Scale, donc courir à 2d6 Mm. c'est chargé. Si Morati est engagé et qu'elle est à 18 ou 24 pouces, je sais plus, vous avez 4 attaques par tête, en 3+, Reine-1, dégâts 1, voire Reine-2, dégâts 2 si vous avez passé Razor Mental. Donc tout de suite, c'est quand même un truc qui plaisante pas du tout. Vous pouvez effectivement, pourquoi pas, mettre des Doomfire pour avoir une unité qui est rapide, de flanc, avec un sort qui fait 6 BM flat sur de la population. On se rappelle que ce que j'ai dit précédemment, que ce qui peut être compliqué pour vous, c'est les listes avec beaucoup de PV. Donc aller avoir 6 BM flat contre beaucoup de PV, c'est sympa. Vous pouvez jouer aussi plus d'écran.
Les Kinai, c'est fort, vous pouvez jouer plusieurs packs de Kinai, enfin voilà. Ça, c'est une possibilité. Après, là, je suis en train de tester une optique qui est différente, du coup, qui se dit, OK, j'en ai marre. Le monopause, c'est super sympa parce que vous pouvez parfois avoir le choix et contre beaucoup de choses, vous avez le choix. Mais dans beaucoup de match-ups, c'est gamble parce qu'il y a plein d'autres trucs qui sont en monopause et souvent des choses que vous craignez. Donc, en fait, est-ce que j'abandonnerai pas le monopause pour aller dans une optique de liste qui reste finalement la même, c'est-à-dire avoir un pack de Stalker qui fait des dégâts, Morati qui fait chier, et voilà. Mais en amplifiant en fait la résilience du pack de Stalker, en le voyant finalement comme plutôt une sorte de truc d'artillerie qui reste fond de cours, qui n'a pas beaucoup de mobilité, enfin bon, c'est relatif, hein, 8 plus 2d6 plus 24, c'est une bonne mobilité, mais qui a plus de téléportation, etc. etc. Mais par contre, qui, avec un chaudron, va passer en save à 4, avec Agnar, va passer en Philopène à 5, potentiellement en Philopène à 5 relançable. Voilà, donc là, vous avez tout de suite quand même un pack qui est hyper résistant. Le chaudron, c'est quelque chose de super sympa. Vous avez en Nagnar en plus, vous êtes un tour de moins sur le tableau des rites de bataille, des rites de sang. Donc dès le T2, il est activé. Dès le T2, vous avez la reroll D1 à la touche. Donc Morati, dès le T2, elle est infâme. Voilà, c'est toucher à 3 reroll D1, c'est pas du tout pareil que toucher à 3 sans reroll. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Surtout que vous pouvez passer en touche à 2. Ouais. T3, vous reroll les 1, la blessure aussi. Donc en fait, T2, T3, Morati, c'est juste scandaleux, quoi. Pour le coup, là, vous passez d'un truc où il faut pas rater ses jets de dés à un truc où vous pouvez pas les rater. Et puis Donc ça va surtout, forcément ouais. faire des trous. Et puis surtout, depuis le début de la V3, enfin depuis le début, depuis la première fac d'Author of Kane V3, il me semble, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que le tour 5 des rites est très intéressant en termes de résilience. Et donc du coup, le fait d'être Agnar, on est toujours, le fait d'être en Agnar, de changer de bataillon, on est toujours sur ce questionnement entre l'équilibre qu'on cherche à avoir par rapport au fait d'être fiable et le fait d'être létal. C'est-à-dire que là, par exemple, tu parles de la monopause, et je pense que la monopause, c'est l'exemple le plus flagrant, parce que la monopause, il est indéniable aujourd'hui que c'est une mécanique qui est très forte, mais c'est une mécanique qui est binaire dans le sens où soit ça marche, ou soit ça marche pas, parce que t'as raté ton jet d'initiative quand une autre monopause. À la différence des bataillons comme les bataillons Warlord ou les bataillons Vanguard, qui donnent des bonus qui sont moins forts, mais qui peuvent être utilisés tout le temps, que ce soit l'artefact, l'optimisation, l'aptitude de commandement gratuite, et c'est un peu pareil pour Agnar, c'est-à-dire que Agnar, t'as une protection contre les blessures augmentées, bon pas les blessures mortelles, mais au moins les blessures, ça permet de sauvegarder correctement les attaques de corps à corps ou les phases de tir, et surtout, t'as cette latitude, si tu enlèves les blocs Stalker, de choisir de mettre peut-être l'invocation du cœur de Kane qui permet d'augmenter ta résilience. Et vu que t'es en Agnar, ta phase tour 5, tu as tour 4 en termes de résilience. Et sur des parties qui durent longtemps, je pense que c'est assez salvateur. Oui, c'est vrai que ça a été modifié. Donc du coup, ça veut dire dès le T4, vous ignorez la reine -1. Mm. Et les jets de bravoure. Et puis si vous jouez aussi les Stalkers, qui je pense est recommandé, puisque du coup, si on passe dans une optique, on s'en fout des pauses, autant on s'en fout complètement des pauses. Donc vous mettez un bataillon Hunter qui en fait vous mettez sur les Stalkers. Et donc en fait, vous êtes sûr que le Stalker, ils seront toujours en save à 4. Voire en save à 4, ignore la reine -1, voire ignore la reine -2. Puisque vous pouvez passer un bouclier mystique et vous pouvez mettre un all-out défense. Donc on save à 4, ignore la reine -2, Philopène à 5, reroll. Bon, là on commence à être sur du niveau Plague Bearer, quoi. Donc, Ouais, voire mieux. c'est un postulat qui est intéressant parce que la létalité des War Scroll Author of Kane, personne n'en doute. Le point faible, c'est leur résilience. Et du coup, ton postulat il est très intéressant parce que tu es en train de chercher à comprendre ce qui se passe si tout d'un coup tes unités d'Author of Kane ne meurent plus. Et ça paraît bête en fait comme réflexion, mais c'est une vraie force parce qu'un adversaire qui fait des tournois et qui a l'habitude en fait de toutes ces listes qui sont monolithiques avec une mécanique où tu te téléportes, tu tires et tu vois ce qui se passe à l'initiative, bah il va se mettre dans cet état d'esprit là, il va peut-être se positionner d'une certaine manière ou se dire voilà, je vais jouer comme ça, ou peut-être que ça va même influencer s'il a gagné l'initiative son choix de tour, alors que toi en fait tu es dans une optique où tu es plutôt à tenir la table pour scorer en fait.
T'as toujours, Exactement. t'as toujours ta létalité d'Author of Kane, mais tu cherches avant tout à jouer le scénario. Et c'est une optique, je trouve, qui est intéressante parce que c'est plus le genre de liste qu'on peut voir dans les pays anglophones. C'est-à-dire C'est vrai. que depuis le Battle Scroll, depuis quelques semaines, on voit émerger des listes qui jouent autour de toutes ces bulles que tu pouvais cumuler. Et moi, ça me fait beaucoup penser à la manière dont on jouait d'Author of Kane en V1, c'est-à-dire qu'on avait des bulles qui faisaient en sorte que les unités à la base pas résistantes deviennent intombables. Moi, je me souviens avoir envoyé 40 moines de la peste sur 30 Witch Elves. Donc 40 moines de la peste, à l'époque, c'était 160 attaques avec les 6 qui font dégâts 2, les 6 à la touche qui font dégâts 2, et les 6 à la blessure qui font un raid -1. Et donc tu avais énormément de capacité de dégâts, et normalement, les moines de la peste, quand ça touche quelque chose, ça disparaissait instantanément. Et je me suis retrouvé dans cette partie-là, donc on était en Ragnar, donc avec la 5+, relançable, avec le plus 1 save, le plus 2 save parce qu'il y avait des boucliers, et donc du coup il était en sauvegarde à 3+, 5+ relançable, et résultat des courses, des Witch Elves, j'en ai tué 2, et mon pack de moines de la peste il est mort. Ouais. Malheureusement, ça c'est plus trop possible parce que les Witch Elf, enfin en fait maintenant vous pouvez pas passer à une save à plus de 1 que le Warcrawl initial. Donc étant donné qu'elles sont en save à 6, vous pouvez jamais avoir une save à 5, à moins de 5. Donc ça c'est pour ça en fait c'est un peu une des principales raisons. Il y a deux raisons. Il y a celle-là, c'est pour ça que c'est plus trop joué les Witch Elf. Et Mhm. la deuxième raison, c'est parce qu'en fait le Feel No Pain à 5 de Ragnar, il est passé à 12 sous les Wizin. Donc en fait, vous ne pouvez jamais avoir vos packs de 30 réellement dans l'aura si vous voulez qu'ils fassent des dégâts. Et je parle encore moins de 2 packs de 30. Donc du coup, par contre, cette aura à 12, elle reste forte contre un pack de Stalker parce que le pack de Stalker, de toute façon, il n'ira jamais au corps à corps. Et en plus, dans l'optique de liste que j'ai commencé à builder, vous mettez la générale, c'est l'Iron Scale toujours, et vous mettez l'Iron Scale en fait dans le pack de Stalker, et du coup, elle est toujours à portée de 12 pouces. Et du coup, pour aller la chercher, ça commence aussi à être un petit peu compliqué parce que, pareil, hein, elle passe en save à 4, elle ignore les sorts sur du 5+. Donc, même si vous allez la chercher, il faut mettre des ressources dessus. Vous n'avez pas envie de mettre des ressources dessus. Enfin voilà, c'est toujours le même sujet. Après, évidemment, tout est tombable, mais c'est une question de ressources. On est en ressources finies à Age of Sigmar. Donc voilà, et donc du coup, moi, c'est vraiment une optique de liste que j'ai envie de travailler davantage et parce que je vois en fait maintenant les limites de Kyle Lebron et de l'optique 15-10 Stalker dans la mesure où il y a trop de gamble en fait. Ouais. Et en fait, vous allez avoir envie et vous en foutez, vous allez commencer, bah, en fait, très bien, ok, tu commences, bah, tu prends des objectifs, tu mets ta tactique de bataille. Si tu es trop serré dans ton zone de déploiement, bah, là, ça te permet de beaucoup plus t'exprimer, d'avoir une projection avec tes écrans pour ralentir l'adversaire, bloquer des FEP éventuels de manière plus sûre. Et en fait, bah, vous n'allez pas forcément chercher à all-in, à rentabiliser les stalkers T1, peu importe. Vous allez vous up, attendre, vous allez encaisser derrière, et puis derrière, en fait, vous allez pouvoir les garder plus longtemps et faire des dommages de manière plus sûre sur la durée, quoi. Donc c'est une optique qui est intéressante. Bon après voilà, je pense qu'il y a des match-ups qui deviennent complètement impossibles à gagner, alors qu'avec Kelbron il y a une chance, mais bon, de toute façon on a toujours, il y a toujours des inconvénients et des avantages dans chacune des optiques choisies. Mais je pense que globalement, il y a une dimension plus stable, donc, donc peut-être plus facile en équipe. Mhm. Après, elle est moins marquée, moins all-in. Donc peut-être qu'elle ouvre aussi moins de match-up, je sais pas, voilà. Mais ma réflexion, elle est en fait que du coup, je suis aussi dans une optique équipe, hein, beaucoup, parce que c'est les tournois qui m'intéressent maintenant dans cette deuxième partie de l'année principalement. Et je me dis aussi que finalement, la Calebron One Drop All-in, elle a le rôle que d'autres armées ont et font beaucoup mieux. Ouais. La COS fait ça beaucoup mieux, la Stormcast fait ça beaucoup mieux. Voilà. Et donc, du coup, quelle est la place en fait, de Doc dans un rooster, même à 8 si jamais en fait, vous avez un archétype de liste où il y a déjà deux trucs qui font ce que vous faites mieux. Ouais, parce qu'en fait, on a pu le voir, toi et moi, quand tu fais un roster en équipe et que tu joues trop de listes qui sont dépendantes de la situation plus que du joueur qui la manipule, bah si les trois listes s'en sortent bien,
bah, c'est bien. Si les 3 listes s'en sortent mal, bah t'as pu faire tes pairings comme tu voulais, t'as perdu sur un Gésinite, c'est comme ça, c'est la vie. Alors que là, euh, de ton propre aveu, tu fais peut-être des listes qui sont moins puissantes dans leur capacité mathématique et statistique sur le papier à faire des dégâts, mais par contre en termes de ce que moi j'appelle la puissance verticale, c'est-à-dire les possibilités, pardon, la puissance horizontale, Oui, parce que verticale horizontal. vers le haut, ouais, verticale c'est vers le haut, c'est donc on va dire la capacité à faire des dégâts et le potentiel, mais du coup après t'as le potentiel horizontal qui lui est pour le coup c'est le panel de possibilités et d'opportunités que t'offre ta liste par rapport à la situation donnée. Bah, tu es plus à même de pouvoir répondre à certaines attaques que une liste qui tout simplement perd un jet d'init, se prend une mocrochat dans la tête et c'est la fin. Et compte tenu de tout ce qu'on a dit par rapport à ça, donc voilà, sur les Daughters of Cain, est-ce que toi aujourd'hui, un joueur qui veut jouer à la liste en tournoi ou qui veut même tout simplement commencer la faction, quel conseil tu lui donnerais et surtout à ton avis, pour toi, lorsqu'on joue Daughters of Cain, c'est quoi les erreurs à ne pas faire sous peine d'une sanction immédiate? Les conseils, du coup, mon conseil, c'est de jouer Moratti parce que c'est fun et que franchement, la figue est magnifique. Vous avez des possibilités qui sont énormes. C'est vraiment. Moi, franchement, il y a encore des trucs que je découvre comme possibilité avec Moratti, tellement c'est. Voilà, enfin, il y a vraiment. D'autant plus maintenant qu'elle connaît tous les sorts. Et si les deux bougent à vol et bougent à 16 et 14, en fait, il y a plein de trucs à faire. Vous allez pouvoir aller charger en coin une énorme unité. Enfin, je sais pas, par exemple, le pack de 4 dragons, vous chargez un coin chacun. Avec chacune des figues, les dragons, ils font plus rien. Et puis surtout, Et c'est. Moratti, en Ouais. fait, bah, tu joues sur Super Predator, qui est le scénario héros, tu rates ton adversaire avec un grand sourire, tu peux lui serrer la main quasiment. Et ça, c'est royal. Alors, c'est moins vrai en V3 Ouais. qu'en V2 quand même, parce que c'est moins, les points sont moins snowball. Mais oui, c'est sûr que c'est un gros avantage sur ce scénario, clairement, contre beaucoup de match-up. Et après, non, les écueils contre lesquels je pourrais mettre en garde les joueurs débutants de Doctor of Cain, il serait de jouer trop offensif. Mais bon, ça c'est un avis personnel, hein. Je sais qu'il y a des joueurs de Tolkien qui jouent hyper offensif, mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, être parfois trop offensif avec cette armée, il y a trop de choses à mettre en place pour être sûr que ça va avoir l'effet escompté et que derrière vous n'allez pas être dans la merde en fait. Ouais, il y a des armées qui Parce sont que en capables de te gros, recevoir. ok, ouais, c'est super. Je vais passer rasoir mental. Je vais faire ma TP. Je suis à 9. Bon, bah, statistiquement, une charge à 9 relançable, j'ai une bonne chance, une chance sur deux, un peu plus d'une chance sur deux, je crois, de la faire. C'est super. Mais en fait, si vous la ratez, bah, vous êtes à poil derrière. Donc, il y a des joueurs qui le tentent et selon dans certains match-ups, il faut le tenter parce que parfois, en fait, pareil, hein, encore une fois, ça dépend si vous êtes en solo en équipe, si vous êtes en équipe, ce que font les autres. Est-ce que vous avez besoin de ramener des points? Est-ce que vous avez besoin de ramener 20 points ou 10 points, ça suffit. Enfin, il y a plein de configurations. Mais en tout cas, globalement, si vous êtes dans un cadre compétitif, évitez enfin, je pense qu'il faut éviter de trop exposer et de jouer trop offensif. Il faut parfois accepter de ne pas utiliser les stalkers à leur plein potentiel à un tour pour être sûr de les conserver et de le faire après. Ça, c'est vraiment un conseil important que j'ai moi-même encore du mal, hein, à mettre en place. Enfin, voilà, parfois, en fait, ça fait trop envie de se dire, putain, mais là, je sais, statistiquement, je vais tuer son truc et du coup, tu as envie de le faire parce que derrière, tu sais que tu es bien. Mais en fait, parfois, tu te dis, bah, en fait, si je le fais et que je me rate, derrière, c'est super compliqué pour moi. Et bah, en fait, parfois, il faut plutôt réfléchir de la manière où vous pensez que ça va mal se passer pour derrière être sûr d'être plus stable après, quoi. Donc, bon, c'est voilà. Donc, après, je pense que c'est une armée où il faut aussi s'amuser. Donc, du coup, je pense que c'est important aussi de tester des trucs. Et c'est marrant d'aller aussi full offensif parce que parfois ça va passer et en fait, vous avez gagné T1. C'est rare quand même, mais ça peut arriver. Et du coup, ouais, non, moi, ce que je conseille, c'est en fait, il faut tester plein de choses avec Moratti parce que vous allez pouvoir aussi découvrir toutes les possibilités qu'il y a avec elle. Et puis voilà, quoi. Jouer les chaudrons parce que c'est cool. Ouais, de toute façon, l'armée, enfin, on va pas se cacher, l'armée est faite autour de Moratti en fait en Daughter of Cain de plus en plus, et surtout depuis qu'elle est passée
à son statut divin après les événements du dernier supplément Moratti. Mais voilà, moi je trouve ça très bien que tu préconises un retour aux sources sur le fait de faire des builds d'Author of Kain un peu équilibrés, à essayer d'incorporer des choses et des bulles qu'on avait en fait des bulles qui avaient été complètement abandonnées d'un seul coup à l'époque du nouveau Battle Tome, parce que bah, faut pas se leurrer, la Hack Queen elle a pris un coup de marteau derrière le crâne qui a été complètement radical pour le fait de le jouer en compétitif parce qu'elle est plus tout viable. L'effet est complètement aléatoire, c'est aux fraises par rapport à ce que c'était avant. Et forcément, la première lecture que tu peux avoir quand tu penses Battle Tome là, c'est de voir le nouveau War Scroll et Stalker, qui sont passés d'unités qui étaient ridicules, ne serait-ce que le fait d'exister, parce que ça faisait rien, à tout d'un coup une unité qui est devenue très forte en termes de tir. Et de toute façon, c'est une évolution qu'ont de plus en plus d'unités d'archers. D'avoir cette espèce de châssis à 180-170 points, bah, il y a beaucoup de Battle Tome comme ça. C'est une unité d'archer qui va avoir 18-24 de portée, avec 2 tirs, 3+, raid -1 dégâts, puis une aptitude. Pour le cas des archers d'Author of Kain, bah, cette aptitude, c'est les 6 à la BM. Alors, je pense notamment aux nouveaux archers Idonettes qui, eux, bah, leur aptitude, ça va être le fait de faire +1 à la touche si vous êtes à porter correctement de vos bulles. Les archers de Slanesh, ils ont l'aptitude d'exister, de courir et de tirer, de faire des... Voilà, ils font des points d'invocation. Ils ont un +1 à la blessure. Donc voilà, c'est des châssis qui sont de plus en plus répandus. C'est très intéressant de voir ça comme évolution et de voir justement que ces unités, bah, c'est des unités qui, dans leur design, ça se remarque de plus en plus, ne sont pas faites pour être l'épine dorsale de votre armée. Vous les avez en unité d'élite, et ça va être peut-être le cœur offensif de votre armée, mais aujourd'hui, si vous voulez être fiable et pas vous dire que vous allez gagner uniquement sur un jet d'init ou à peu près à quelques paramètres près, hein, bah vous avez besoin d'autre chose à côté. Et moi, en fait, c'est une bonne dynamique que je trouve Mm. qui s'inscrit dans le jeu. Ouais, et puis en plus, quand vous avez ce type d'armée avec plus de war scroll, plus de possibilités, plus de résilience, ça va être aussi très rewarding parce que en fait, vos choix, votre positionnement, votre progression va être aussi plus grande parce que c'est toujours plus difficile. Enfin, je trouve, hein, après c'est un avis personnel, hein, c'est pas forcément une vérité absolue. Mais je trouve que jouer safe, progresser lentement, mettre les choses en place, c'est plus compliqué que de all-in. Non, mais de toute façon, moi je suis d'accord avec toi parce que c'est comme ça que j'ai tendance à jouer. Bon, même en sob, si j'ai perdu un peu les nuances que je pouvais avoir en lance cabane, c'est comme ça que j'ai tendance à jouer en 2 temps. De voir comment l'adversaire réagit, ça permet un peu d'anticiper 2-3 choses en termes de tactique de bataille et même d'initiative. Et donc de toujours garder en tête que parfois, lorsque vous faites quelque chose, il peut arriver que d'un côté ou de l'autre, d'un coup la stat craque complètement. Et que du coup, si vous avez all-in, vous avez soit gagné, soit perdu. Alors que si vous faites ça, la partie continue. Alors, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Et je pense que, Carrément. ouais, je pense que ça sera la conclusion de cette analyse. Voilà. Voilà. Donc, Martin, grand joueur d'Author of Kain, deuxième oracle d'Ulgu, vous préconise un retour aux sources des traditions d'Author of Kain, jouez des chaudrons. Vous verrez en plus, moi, l'avatar pour mettre prise sur la coin, c'est super fort au corps à corps. Vous serez pas déçu si vous l'avez jamais essayé parce que vous avez joué le Battle Tome uniquement en V2. Bah écoute, Martin, moi je te remercie pour ton analyse. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Merci à tous, au revoir. Maintenant que l'analyse est faite, voyons ensemble une variante de liste d'Author of Kain. Alors, généralement, quand je vous propose des variantes de liste, c'est des listes qui sont entières. Mais parfois, je propose plutôt une épine dorsale, une liste qui va faire 1400, 1500, 1600 points, et ensuite, je vous propose de l'améliorer vous-même, afin que vous puissiez explorer les différentes possibilités que vous offre cette faction. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc, côté des choses qui ne bougent pas, c'est Moratti Kain. Aujourd'hui, Moratti, je pense que c'est une unité qui est indispensable dans l'armée, et donc c'est évidemment la première chose qu'on va jouer. Ensuite, j'ai gardé une unité de Bloodstalker, afin d'avoir cette unité de tir vraiment puissante dans votre liste, et j'ai rajouté une unité de Bloodtister. Vous pouvez rajouter un chaudron, afin d'avoir plutôt une bulle défensive, et peut-être même la prière d'Author of Kain, qui permet de réduire les dégâts subis, afin d'avoir vraiment des unités d'Author of Kain qui vont résister longtemps pendant la partie, afin qu'elles aient un potentiel offensif qui va peut-être être moins puissant qu'une liste qui met tout sur l'enfance, mais qui va durer tout le long de la partie, ou du moins plus longtemps, parce que vous avez une capacité de résistance aux dégâts qui est supérieure. Mais vous pouvez aussi choisir de jouer quasiment la même liste qu'on a vue aujourd'hui,
et de prendre une autre sous-faction. Parce que comme on l'a vu, vous pouvez jouer en Kelbron afin d'avoir une seule possibilité de déplacement qui va vraiment être très impactante via la téléportation, et ensuite vous avez un peu plus de mal à vous replacer, car vous êtes soit en dehors de vos bulles, soit l'adversaire a réussi à vous impacter. Eh bien vous pouvez choisir de jouer Keltnar, avec moins de projections immédiates, mais plus de possibilités de se replacer tout au long de la partie. Car en Keltnar, je vous le rappelle, vous avez possibilité d'avoir la retraite, puis une charge. Donc, en Daughter of Kain, vous avez vraiment plein de possibilités qui s'offrent à vous, et vous pouvez vraiment choisir de prendre une liste qui va vous correspondre, que ce soit une liste avec des Melusai, et donc vous allez jouer sur des bulles via la Shadow Queen, ou différentes aptitudes d'allégeance qui vont augmenter votre saturation, ou bien des listes comme vous pouvez trouver au départ avec Daughter of Kain, c'est-à-dire que vous jouez plutôt des Furies et des Sorts du Massacre, et vous allez choisir des factions comme Drashiganet, afin d'augmenter votre potentiel offensif. Et bien voilà, c'est tout pour cette fois. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut salut.